Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme. Dans l'épisode du jour, vous découvrirez Gwen, 27 ans, maman d'un bébé de 16 mois, Samaël. Samaël fait le bonheur de Gwen et sa famille. Mais ce n'est pas toujours évident mentalement car Samaël est arrivé après le décès de sa sœur Calès. Ma dépression postpartum après ma grossesse arc-en-ciel, c'est le sujet du jour. Mesdames, avant de laisser la parole à Gwen, sachez que vous n'êtes pas seules. En parler, c'est s'entraider. Car vous allez voir, chaque femme est unique, mais certains parcours s'entremêlent. Bonjour Stéphanie, je tenais d'abord à te remercier d'accueillir mon témoignage. Effectivement, je traverse une période qui n'est pas très évidente pour moi en ce moment et j'espère vraiment que mon récit aidera d'autres mamans à se sentir moins seules et à comprendre que les difficultés peuvent vraiment faire partie de leur parcours de maternité. Donc de déculpabiliser par rapport à ça. On est vraiment toutes différentes et ce que tu disais est juste. Partager nos histoires, ça nous permet parfois d'accepter un petit peu plus la situation. Donc pour répondre à ta question, moi j'ai dû faire appel à la PMA après 2 années d'essai bébé. Avec mon mari, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années maintenant. Et lorsque l'envie d'avoir un enfant est survenue, on s'attendait vraiment pas à ne pas y arriver en fait. Et on a essayé pendant 2 ans. 2 ans d'essai infructueux. Donc sur les conseils de notre famille, on a fait appel à un gynécologue privé, un gynécologue dans son cabinet. Et ça, je vais le regretter quelques temps plus tard, parce que on n'a pas toqué aux bonnes portes en fait. Mais tout de même, c'est comme ça qu'on a découvert mon SOPK. Donc c'est le syndrome des ovaires micropolykystiques qui m'a diagnostiqué à ce moment-là. Et il nous a assuré que mon conjoint n'avait aucun problème. Il avait passé 3 spermogrammes et d'après lui, rien d'alarmant. Donc il m'a prescrit une stimulation ovarienne simple, par comprimé, en première instance. Échec. Donc au bout de 6 mois, on est passé aux stimulations par injection. Échec également. Donc on a entamé un parcours de 2 inséminations. Et ça a été des moments très difficiles. En fait, la première année d'essai en PMA, entre guillemets, m'a vraiment mis au plus mal. J'ai pris énormément de poids. J'ai dû prendre 30 kilos en 1 an. J'avais beaucoup d'injections. Tout ça, évidemment, sous contrôle échographique, prise de sang, donc toutes les 48 heures, tous les 2 jours, pour vérifier qu'on ne fasse pas de bêtises en termes de dosage. Donc j'ai vraiment... je me sentais pas bien parce que il fallait aussi avoir des rapports programmés. Ça, on le dit pas assez, mais c'est dur. Ça met à mal le couple, la complicité, l'équilibre personnel, hormonal. C'est difficile. Donc j'ai voulu lui dire à ce médecin qu'il fallait faire des examens complémentaires, ce qu'il a refusé. Donc 1 an s'était écoulé et il avait déjà fait des erreurs administratives de traitement. Je me suis vue, par exemple, une fois faire 3 semaines d'injection, les contrôles échographiques, les prises de sang. On se présente au laboratoire juste pour l'échantillon de mon conjoint et le laboratoire nous refuse l'accès à la salle de prélèvement parce que le dossier administratif n'est pas complet. Mais mon médecin m'en avait jamais parlé. Donc je l'appelle en lui disant que c'est pas normal et il me répond que de toute manière j'ai été stimulée, donc je n'ai qu'à avoir un rapport avec mon mari. Les inséminations c'est du luxe, la PMA aussi. Donc à partir de ce moment-là, j'ai compris en fait. Ça faisait 3 ans qu'on essayait, déception sur déception, j'ai compris que ce médecin, il nous aiderait pas. Donc j'ai fait appel à un centre PMA, vraiment spécialisé dans ma région. Et je suis tombée sur une gynécologue un peu froide, mais très professionnelle. Donc elle m'a bien diagnostiqué mon SOPK. Mais c'était pas vraiment la véritable raison de mon infertilité. Elle m'apprend que je suis atteinte d'endométriose à un stade avancé. Ah oui. Donc j'ai des synéchies et des adhérences, un peu partout autour de l'utérus, sur les intestins, derrière le cul-de-sac de Douglas. Donc depuis que je suis toute petite, j'ai des douleurs. Depuis toute petite, je saigne énormément au moment de mes règles, voire plus. Mais tous les gynécologues chez lesquels je suis passée n'ont jamais diagnostiqué ça. Et m'ont toujours dit avoir mal pendant ces règles, c'est normal. Donc je prenais des cachets et je pleurais. J'attendais juste que ça passe. Donc là, un médecin qui me dit, il y a quelque chose, ça fait du bien, on se sent entendu. Mais c'est pas tout. En fait, on l'apprend enfin. Mon mari est atteint d'un OATS,
Donc c'est un mot très barbare qui veut dire oligo-asténo-tératozoospermie. Ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de spermatozoïdes et quand ils sont là, ils ont un fort taux d'atypisme. Enfin, ils sont très atypiques. Ils ont de flagelles, de têtes. Ils tournent sur place. Enfin, c'est quasi impossible. Donc j'ai pleuré énormément parce que 3 ans d'essai quoi. 3 ans où on a fait tout ça pour rien et ça fait mal parce que quand on essaye 1 an et qu'on va consulter, on se dit bon c'est 1 an, c'est pas grave, on s'est laissé le temps. 3 ans c'est long, c'est vraiment très long. Elle nous a orientés vers une FIV. Tout de suite elle m'a dit il n'y a que comme ça que vous tomberez enceinte. On va prendre le spermatozoïde parfait et puis on va faire un petit embryon parfait. Donc c'est grâce à la FIV que je suis tombée enceinte 4 fois. Ouais, j'ai fait donc la première grossesse, une fausse couche très précoce. On appelle une grossesse biochimique. Donc on a eu un taux de bêta-HCG qui est très vite monté et très vite il s'est effondré. La deuxième, j'ai fait une fausse couche à 2 mois de grossesse. La troisième, je suis tombée enceinte de Calès. Donc ma fille. Et elle s'est malheureusement envolée alors que j'étais enceinte. Je rentrais dans mon 5e mois de grossesse. Éprouvant parce que du coup, tu as dû l'accoucher quand même, vu que tu étais au 5e mois. Tout à fait, ouais. En fait, j'ai perdu les os, en fait, un soir de janvier. Alors, je sentais venir. C'est ça qui me donne une rage. Enfin, j'ai toujours cette colère au fond de moi. C'est parce que j'avais des saignements depuis un moment. Et ce qui m'a amenée à consulter les urgences de ma ville, les urgences maternité rapidement et très régulièrement. La dernière semaine, j'y allais tous les jours. Et on me disait de rentrer chez moi, que les douleurs que j'avais étaient des douleurs ligamentaires, que les saignements c'était des petits saignements, et qu'il n'y avait aucune raison de m'inquiéter. Et en fait, mon col se raccourcissait. Mais ça, je ne l'ai su que bien plus tard en réclamant mon dossier médical. Et au moment où j'allais consulter, on me disait juste reposez-vous, ça va aller. Déjà, tu n'as pas à culpabiliser parce qu'en plus, c'était ta première grossesse qui arrivait déjà à plus de 2 mois. Et si en plus, les professionnels de santé te rassuraient en disant c'est des douleurs ligamentaires. Donc voilà, je pense que déjà, il faut enlever cette culpabilité parce que c'est censé être des professionnels et du coup on est censé croire un petit peu leurs paroles. Donc déjà je tenais juste à te dire à ça parce que oui. Tu as dit que tu le culpabilisais alors que tu n'as pas du tout culpabilisé. C'est que c'est dur, c'est dur de ne pas culpabiliser quand évidemment le bébé est dans notre ventre, donc je me dis qu'est-ce que j'ai fait pour et c'est vrai qu'en réfléchissant, je ne pouvais pas faire plus. J'ai vraiment, j'ai donné mon corps et mon bébé. Je me suis totalement laissée porter par le corps médical et c'est pas comme si je n'avais même pas consulté. J'y suis allée vraiment tous les jours. Mais voilà, après, c'est. Et puis ce qui a été dur, ouais. Parfois, quand pour eux, en fait, c'est des suppositions. Quand on dit qu'on a ci, qu'on a ça, qu'on ressent ci ou ça, pour eux, en fait, c'est pas assez concret et du coup, ils se disent non, on va pas faire d'examen en plus parce que c'est juste des suspicions, quoi. Alors que, ils devraient prendre un peu plus les paroles des patientes en compte. Oui. Oui, c'est ça, parce que moi, quand je suis arrivée aux urgences, je leur ai dit. J'ai des contractions. Et ils m'ont dit non, vous saurez quand ce sera une contraction. Ça n'est pas une contraction. Donc j'ai pas eu de monitoring, j'ai pas eu de contrôle, j'ai juste eu une échographie. Donc qui montrait que ma fille elle est très bien, elle pataugeait là-dedans, son cœur battait la Shabbat. Voilà, votre fille elle est en vie, tout va bien, vous saignez, c'est le col qui saigne un peu, voilà, c'est tout. Donc rentrez chez vous, reposez-vous, ça va aller. Donc moi, quand j'ai perdu les os, j'ai tout de suite compris. J'étais dans mon canapé, mon mari travaillait. Je me suis levée, je me souviens, j'ai l'image en tête. Je me lève, j'en ai plein le collant, le canapé est trempé. Mon mari rentre, il me dit qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai dit il faut aller aux urgences, j'ai perdu les os. Donc il me dit mais vite, mais je lui dis mais ça sert à rien en fait. De se dépêcher, ça sert à rien, c'est fini. Je le sais en fait. Donc on y va quand même.
Voilà, je me déplace, donc je leur dis, j'ai des contractions depuis une semaine, je saigne, je viens de perdre des os dans mon canapé. Et on me dit, bah non, c'est pas ça. Je pense que vous avez dû vous faire pipi dessus. Donc du coup, on va vérifier ça. Après, c'était peut-être pour me rassurer aussi. Mais moi, je l'ai pris pour vous ne savez pas. Voilà. Ouais. Nous sommes médecins, vous ne savez pas. Donc, ils ont mis du temps à se rendre compte parce que du coup, alors là, avant, je ne saignais pas beaucoup. Maintenant, c'est je saigne trop. Ah bah vous saignez, du coup, je vois pas le coton vire au rose, mais bon, vous saignez, donc c'est rose. Bah, je lui dis oui. Donc quand elle fait le test, elle revient avec tout en fait. Les papiers, enfin c'était d'une violence horrible. Elle vient avec les papiers pour l'autopsie, le test en disant c'est positif, vous avez perdu les os, les papiers pour dire qu'est-ce que vous avez prévu pour l'enterrement. Enfin voilà, c'est d'une violence terrible. Il n'y avait pas vraiment de tact dans l'annonce. Non, aucune. Et puis moi, je me souviens juste d'avoir signé les papiers et j'ai pas entendu l'annonce à ce moment-là. Vraiment, je ne l'ai pas entendue parce que j'étais ahurie en fait. J'étais complètement stoïque. Mon mari non plus. Donc on me dit, on va vous passer à l'échographie quand même parce que peut-être que c'est juste une fissure. C'est peut-être pas, vous avez peut-être pas rompu, franchement. Donc hop, un petit peu d'espoir, et moi j'entends que ça d'ailleurs. Je n'entends que ça. J'entends, ok, on va à l'écho, on va voir. Donc je vais à l'échographie, la sage-femme n'arrive pas à faire fonctionner sa machine. Et me dit, bah, le gynécologue n'est pas là, moi j'ai une toute petite maternité de ville. Les gynécologues ne sont pas, il n'y a pas de gynécologue la nuit. Donc ce sont des gynécologues de garde. Moi j'appelle le gynécologue, donc il arrive encore limite le tablier autour du cou, je me souviens. Il me dit, bon, qu'est-ce que c'est ? J'étais en train de manger, je suis à table, on me dérange. Donc je sens que je suis la patiente qu'il veut pas voir. Il met la sonde sur mon ventre et je comprends tout de suite les images qui me sont présentées. Je vois ma fille qui est toute étriquée en fait, qui bouge énormément, je la sens énormément bouger. Je vois qu'il y a plus de liquide autour d'elle et je comprends en fait. Je comprends que là, bah, c'est pas possible. Je sais pas ce qu'ils vont faire parce qu'à ce moment-là, je demande qu'une chose, c'est de la sauver. Mais je comprends qu'en tout cas, je vais pas pouvoir continuer ma grossesse. Donc le médecin avec encore le moins de tact possible se tourne vers la sage-femme et lui dit vous la montez en chambre, vous la préparez pour la péridurale et on s'installe pour l'accouchement. Sans un mot, sans... Non, il ne me regarde pas, il s'adresse pas à moi en fait, il s'adresse à ses collègues en leur disant qu'il faut le préparer. Donc là je comprends et là je hurle, j'essaye de me lever, je leur dis non, que je n'accouche pas, que je peux pas, qu'elle est trop petite. Et là il me regarde droit dans les yeux, il repose la sonde sur mon ventre, il me recouche un peu de force et il me dit regardez votre bébé, là, il est en train de mourir, donc on ne peut rien faire. Oui, c'est super violent. Ouais. C'est... Donc mon mari se met à s'effondrer. Je ne l'ai jamais vu pleurer autant de toute mon existence. J'ai l'impression que c'est une scène de guerre, quoi. Je jure, je dis mais je comprends pas, je peux pas, sauver-la. Il me dit non, mais je dis mais elle est en vie là, donc il y a un moment, non, je ne vais pas accoucher. Donc il me dit bon, on regarde votre col. Si votre col est fermé. Je peux espérer peut-être sur quelques jours avec des antibiotiques, du repos, peut-être que votre liquide se reformera. Si votre col est ouvert, c'est fini. Donc il regarde et il me dit elle est engagée, allez on monte. Donc voilà, je suis montée en chambre. J'ai pas le souvenir de cette nuit en fait. Ça a été long en plus. Ça a été très très long. J'ai pas eu de monito. On m'a juste installée en chambre. On n'a pas... c'était un accouchement qui a été... je sais pas comment dire. Ouais, en silence. Je suis montée en chambre, on m'a mis dans une toute petite pièce au bout du couloir, dans le noir. On m'a dit reposez-vous et quand vous avez trop mal, venez me voir. On appellera l'anesthésiste pour poser la péridurale. J'ai vu l'anesthésiste. Elle me dit rappelez-moi dans la nuit, dès que ça commence à ne plus aller, on installe la péridurale.
Et vers 3h du matin, j'ai eu des douleurs vraiment terribles. C'était très très dur, donc j'ai dit vraiment, il faut que vous veniez, il faut mettre la péridurale. On m'a dit l'anesthésie c'est rentré, donc on peut vous mettre de la morphine. Donc j'ai eu de la morphine toute la nuit. Et vers 13h, on m'a dit de manger un peu. Le gynéco revient et me dit vous n'avez toujours pas accouché. Donc non. Donc il me dit est-ce que vous voulez qu'on vous aide un peu? Je lui dis oui. En fait, je veux que ça s'arrête. Il faut que ça se termine, quoi. Donc ils m'ont aidé. Ils m'ont mis un peu d'ocytocine. Ça a relancé les contractions. Et à 13h55, j'ai accouché de ma petite fille. Donc c'est indescriptible en fait. C'était à la fois, je sais même pas comment le décrire. C'était à la fois le pire jour de toute ma vie et bizarrement le plus beau aussi. C'était vraiment, vraiment terrible. Parce que j'ai eu le premier bébé aussi. Ouais. En fait, de la voir, ça m'a complètement bouleversée. Je crois même quand on l'a vue avec mon mari, on a dû sourire en se disant qu'est-ce qu'elle est belle et en même temps c'était fini quoi. Donc la douleur du corps, tout s'est arrêté d'un coup. On a pris le temps avec elle. Ils nous l'ont préparé, on l'a pris dans les bras. Je saurais même pas te dire si ça a duré 1 minute ou 3 heures. Est-ce que le temps s'arrête? La notion. Ouais, j'ai plus la notion du temps et c'est vraiment un moment qui restera quand même gravé en moi et ça a été donc un accouchement sans péridurale et j'en suis quand même relativement fière parce que c'était mon projet de naissance et je me souviendrai de son visage toute ma vie. Ça restera à jamais mon premier enfant. D'être avec elle le plus longtemps possible, donc c'est peut-être pour ça aussi que ton cerveau s'est arrêté au niveau temporel. Et limite encore quand j'y repense, je me dis là j'aurais dû passer plus de temps encore. Mais voilà, j'essaye de ne pas être trop dure avec moi sur ces moments-là parce que je me dis c'est ce que j'ai pu vivre au moment où j'ai pu vivre, donc là-dessus j'apporte vraiment parce que c'est pour elle, pour la respecter, pour ce qu'on a vécu toutes les deux. Oui. Voilà, je sais que ce qui a été dur, c'est de tomber sur des professionnels qui ont vraiment pas été tendres au début. Par contre, je remercie vraiment les sages-femmes et les... J'avais même une puère qui était là, alors que la pauvre, elle a rien pu faire. Elle était juste là pour me tenir la main et je le remercie pour ça. Ouais, c'est des petits gestes, mais qui font énormément de bien. Ouais. Surtout que là, ça n'a pas été facile. Déjà, c'est ce que tu as vécu, c'est horrible. Et si en plus, tu as des professionnels de santé qui n'ont pas de tact, c'est... Ouais, c'est rajouter de la douleur innommable, c'est compliqué. Ouais, après, je sais pas si c'est... J'ai juste essayé de survivre. Ouais, j'étais en mode survie, quoi. J'ai essayé de survivre à ça et de garder son visage. C'était mon objectif, c'était ça, garder son visage. Je voulais pas l'oublier en fait. Et parce qu'on m'avait dit, est-ce que vous voulez la voir? Parce que quand j'ai accouché, on me l'a vite emportée en fait. Et j'ai dit non, mais enfin, ramenez-la moi. On me dit on vous la prépare, on vous la ramène. Mais d'accord, ok, on comprend que. La seule question que j'ai posée, c'est est-ce qu'elle est belle? Parce que j'avais peur qu'elle soit abîmée par l'accouchement ou on m'a dit mais elle est magnifique. Dis on vous l'apporte tout de suite. Et je regrette pas de l'avoir eu près de moi ces moments-là. Voilà, je les oublierai jamais. Ouais, tous les 3, ouais. On nous a mis un peu de musique. Enfin, c'était très bizarre comme moment et en même temps, ouais. J'enlèverai jamais ce moment de mon esprit. Ça se voyait qu'ils avaient pas l'habitude en plus. Enfin, rien n'avait été mis. D'ailleurs, je l'ai vu ensuite. Ça a été des petits regrets après, mais ça se voyait qu'ils avaient vraiment pas l'habitude. Parce qu'avant d'accoucher véritablement, c'est-à-dire que j'ai dû pousser, on m'a aidée, etc. J'avais demandé une césarienne. Enfin, j'étais complètement dans le déni. J'ai dit je veux une césarienne. On m'a dit non, en fait, ça va rajouter
une cicatrice au corps alors que vous l'aurez déjà dans votre cœur toujours. Mais non, il n'y a aucune raison médicale, on ne fera pas de césarienne. Et aujourd'hui, je leur remercie parce que j'ai été une maman comme une autre, quoi. J'ai accouché comme une autre et voilà. Et je regrette. C'est dur quand on nous dit, par exemple, je sais pas, si on m'avait dit vous pouvez avoir un curetage, par exemple, elle m'a dit votre bébé il a 5 mois, c'est pas possible. Ça fait 500 grammes à ce stade-là, c'est très grand. Elle était très grande, elle faisait presque 25 cm. Enfin, c'est pas possible. On peut pas, on peut pas faire de curetage ou de césarienne. Enfin, faut juste pousser, quoi. Donc c'est dur à vivre. Je le souhaite vraiment à personne, mais si je devais revenir en arrière, non, bah oui, ils ont fait un bon choix. Enfin, voilà, c'était la bonne manière. Et c'est pour ça que je te parlais de culpabilité tout à l'heure, c'est que j'avais l'impression de ne pas avoir choisi la bonne équipe, le bon hôpital. C'était une petite maternité de ville. Ils n'avaient pas l'habitude de genre de profil, donc voilà, quelqu'un qui a un peu mal au ventre et qui saigne un peu. En première instance, voilà, je peux comprendre que ça soit pas dramatique quand on lit sur le papier, mais j'aurais aimé qu'ils cherchent un petit peu plus loin, qu'ils vérifient, ne serait-ce qu'un monito, voir si les douleurs étaient vraiment d'écoution et voilà, et me guider, enfin me transférer vers un hôpital. Voilà, de très compétent, de grade. Ouais. Donc c'est ça que je regrette aujourd'hui. Puis en plus, c'est quelque chose qui est un peu qui est difficile à accepter parce que avant 12 semaines, la société ne reconnaît pas ou peu nos bébés. C'est-à-dire que, faut le dire, si on fait une fausse couche avant 12 semaines, voilà, c'est pas grave. Enfin, voilà, je parle un peu vulgairement. Et puis, quand on accouche après 24 et que le bébé peut être sauvé, enfin voilà, il a une existence, il est pris en charge rapidement dans un hôpital de haut grade, enfin voilà. Mais entre 12 et 24, enfin qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Et voilà. Et moi j'étais entre les deux, c'est-à-dire que j'avais un bébé qui était trop grand pour faire ce qu'ils appelaient une fausse couche classique, pas assez grand pour accoucher prématurément et pouvoir sauver le bébé. Donc, il s'appelle ça une fausse couche tardive. Et c'est d'une violence terrible parce que j'ai vraiment pas la sensation d'avoir fait de fausse couche. Vraiment. Donc, le bébé était là, donc c'est même pas un embryon ou un. Alors que là, c'est vraiment, tu as vu ta fille, donc c'est vrai que c'est. C'est ça, je l'ai vu dans mes bras, donc pour moi, j'ai accouché, je l'ai nommé, j'ai organisé. Enfin, voilà, c'est assez difficile de. Voilà, le drame est d'autant plus percutant que pour moi, enfin dans ma tête, je passais 12 semaines, bah voilà, dans 6 mois j'avais mon bébé dans les bras. Moi j'ai mis du temps quand même avant de reprendre mon parcours PMA. Il m'a fallu au moins 1 an en fait. Il a fallu que je fasse un travail sur moi-même, ne serait-ce que sur l'envie d'avoir un autre enfant. Parce que pour moi c'était impensable de pouvoir retourner enceinte. J'arrivais même pas à imaginer la possibilité d'avoir un autre bébé en fait. C'était ma fille, je ne pensais qu'à ma fille, jour et nuit. Je ne pensais qu'à elle, je vivais qu'à travers elle. Ça a vraiment été une année qui a été remplie de douleur. J'ai pas d'autres mots. De pleurs, je pleurais beaucoup. Tout me paraissait insignifiant. Les soucis des autres me semblaient... bien qu'ils soient aussi légitimes, à mes yeux ne l'étaient plus en fait. Donc c'était très difficile de garder la tête hors de l'eau. Moi je suis rentrée en dépression. Mon médecin, j'ai été traitée pour ça. J'ai eu un suivi. J'avais la totale, j'avais antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères pour dormir parce que je ne dormais plus. Et j'ai accouché juste avant le démarrage de Covid. Donc j'ai accouché le 4 janvier 2020 et à partir du mois de mars on n'a parlé que du Covid. Donc moi le Covid ça ne m'impactait pas en fait. J'étais juste chez moi en boule, je ne pensais qu'à ma fille et on ne parlait que du Covid et je me suis sentie seule. Et ça a été assez difficile finalement cette double situation parce que on était confinés, on voyait déjà pas grand monde et moi je me suis mise dans ma bulle, dans ma sphère et on pouvait pas m'atteindre.
Et du coup, tu pensais à Calès, tu pensais à ce que vous auriez pu faire si elle était là, tu pensais à quoi exactement? Ah non, j'avais qu'une envie, c'était de ne plus être là. Moi, je ne voulais qu'être auprès de ma fille. J'avais aucun regret, entre guillemets. Ce que je voulais, c'était ne plus vivre, en fait. Ça ne servait à rien. Je ne pouvais pas être maman. La seule fois où j'arrive à passer le stade un peu critique des 12 semaines, ça marche pas, mais ça sert à rien, en fait, de continuer. Donc pour moi, je ne voulais pas d'un autre enfant parce que je me suis dit ça va recommencer. Et je veux pas m'en remettre. J'étais vraiment dans cet esprit-là, qui est vraiment noir. Une année noire. Ouais. Au bout d'un an, déjà toutes les dates clés sont un peu passées. Donc mine de rien, toutes les dates difficiles étaient passées. Mon médecin était vraiment très à l'écoute. J'ai rejoint des groupes de parole. Ça m'a beaucoup aidée. Et je me suis dit, faut que j'aide les autres mamans. C'était mon leitmotiv. Je me suis dit, si j'aide les autres, ça va m'aider moi aussi à avancer. Donc j'ai fait partie de groupes de parole. J'en ai animé quelques-uns. Ça m'a vraiment fait du bien. Les médicaments, on a pu les ralentir. J'ai pu retrouver le sommeil. J'avais plus d'idées noires. J'avais encore des crises d'angoisse que je garde encore aujourd'hui. Mais globalement, ça allait mieux. Donc au bout d'un an, en fait, mon esprit s'est un peu éclairci et du coup, j'avais un petit espace où la discussion d'un autre enfant, en fait, c'est à nouveau posé. On s'est dit avec mon conjoint, il faut juste prendre la décision. En fait, ça va mieux aujourd'hui, mais est-ce qu'on veut toujours un enfant ou pas? En fait, c'est juste ça. Et puis je me suis dit, bon, il nous reste une fille. Ce serait presque dommage, entre guillemets, de la mettre à la poubelle. Donc je me disais, ok, on s'est dit ok tous les deux, mais j'avais commencé déjà dans mon cœur et dans ma tête à préparer un éventuel deuil de la maternité. Donc quand j'ai fait cette dernière ponction, je me souviens même plus très bien des conditions dans lesquelles elles se sont passées. J'en garde vraiment peu de souvenirs. C'est un peu comme si mon cerveau s'était protégé en fait. Oui, en fait, y allait, mais sans y aller, quoi. C'était complètement. Je vivais pas le moment présent. Je me suis laissée porter. J'étais pas du tout actrice de mon parcours. Je me suis laissée faire. Et finalement, ça m'a peut-être un peu aidée parce que au fond de moi, je savais comme ça que la déception, s'il y allait en avoir une, parce que j'étais dans ce schéma de déception sur déception, elle allait être un peu moins présente. Je me disais, j'y vais, si ça marche. Déjà, je me disais même pas que ça allait marcher. Je me disais, bon, allez, on fait la dernière, on s'en débarrasse. C'est pas grave si ça marche pas. Je pourrais vraiment entamer ma reconstruction à travers autre chose. Voilà. Et puis en plus, durant cette période-là, j'ai perdu ma grand-mère. Donc voilà, mon esprit il était vraiment focalisé sur autre chose. J'ai aidé beaucoup ma maman. Elle était dépassée elle aussi par les événements. Elle était dans une tristesse infinie, donc moi j'avais pas le droit d'être triste. Je devais être celle qui console, qui soutient. Donc voilà, j'ai presque vécu ça comme une invitée quoi. J'étais à côté, on me demandait tu vas au rendez-vous, ok, j'y allais, je me pointais juste au rendez-vous, je faisais les trucs clés, mais j'y mettais pas le cœur en tout cas. Oui, parce que tu ne croyais plus du coup au fond de toi. Donc... Oui, totalement. On s'était mis d'accord, on fait la dernière FIV, mais moi j'avais déjà fait un bon bout de chemin mental. Au fond de mon cœur, je me disais, voilà, c'est pas grave. Et en fait, durant ce dernier transfert, moi j'ai fait ce qu'on appelle une hyperstimulation. J'ai été hospitalisée une quinzaine de jours. En fait, parce que j'étais au bord de l'embolie pulmonaire. J'ai du liquide donc des ovaires qui est remonté au niveau de l'acide qui a remonté au niveau de mon abdomen et qui a commencé à envahir mon ventre et autour de mes organes vitaux. Donc j'ai été hospitalisée et en fait mon conjoint a eu très peur, très très peur. Moi aussi, j'ai vraiment eu très peur et c'est ce jour-là en fait qui a marqué vraiment le fait que mon envie irrépressible d'avoir un enfant, je l'ai laissé derrière moi. Ouais, je me suis dit en fait je ne peux pas
mettre ma santé en danger pour faire un enfant, c'est pas possible. Donc j'étais beaucoup plus apaisée dans ma tête. Je suis sortie de l'hôpital et dans mon cœur, je me suis dit ok, Calais, ce sera notre unique et seul enfant et c'est ok, je suis ok avec ça. J'étais prête en fait au bout de tant d'années de combats, de déceptions, de douleurs, à baisser les armes quoi. Je m'attendais au test négatif. Je me suis dit ça va pas m'attrister. J'étais prête à cette idée. Et puis incroyable, mais vrai. Contre toute attente, je suis tombée enceinte. C'est quand on n'y croit plus que là... Ouais. Et pourtant, je déteste cette phrase. Hein. J'aime pas qu'on me dise « tu y penseras plus, ça va marcher ». Ouais. Mais en fait, il y a ça, il y a plein de choses. La gynécologue a été très compréhensive et m'a dit on va pousser quand même les examens un peu plus loin. L'analyse toutes les analyses revenues de la grossesse de ma fille sont revenues négatives. J'avais une infection, mais ça, je saignais depuis un moment. Pas de pathologie particulière, elle était parfaite en tout point. Ce qui a été aussi dur à accepter, puisque pas de raison forcément à son départ. Mais elle m'a dit on va vérifier qu'il n'y a pas une béance de col, donc j'ai eu quand même une hystéroscopie. J'ai eu une biopsie pour vérifier que j'avais pas quelque chose au niveau de l'endomètre et j'ai fait un examen qu'on appelle la matrice lab et qui m'a permis de voir que j'avais une hyper activité en fait au niveau de l'endomètre. Donc j'ai été mise quand même sous traitement sur cette dernière FIV. On avait mis vraiment toutes les chances de notre côté. J'avais été sous traitement, j'avais des corticoïdes, j'ai eu de la progestérone, j'ai eu beaucoup de choses en fait. Elle a vraiment tout tenté. Là, c'était la dernière FIV de l'espoir. On a vraiment tout mis, toutes les chances de notre côté. Donc, j'avais à la fois décroché un peu de cette envie irrépressible. Donc, j'avais peut-être lâché certaines tensions dans mon corps, c'est vrai. Mais c'est vrai que la gynécologue a été incroyable et a vraiment poussé. Elle m'a dit on fait tous les examens qui soient possibles, inimaginables. On aura tout essayé. D'ailleurs, quand j'ai été hospitalisée pour mon hyperstimulation, les pompiers m'ont emmenée donc à l'hôpital où j'ai accouché de ma fille. Je ne voulais plus y mettre les pieds. J'ai supplié les pompiers de ne pas m'y emmener. On m'a dit on n'a pas le choix. Et arrivée à l'hôpital, je suis tombée sur une urgentiste qui m'a dit je comprends, j'appelle. Donc elle a appelé ma gynécologue, donc le centre PMA. Et tout de suite, ils m'ont dit vous nous la ramenez. Donc j'ai été transférée à la clinique et c'était à la clinique qui se sont occupés de moi. Donc je suis passée... J'étais en déchocage et tout de suite l'ambulance m'a emmenée en service de soins à la clinique et ça s'est très bien passé. Donc vraiment, quand je dis que je leur dois beaucoup, je mettrais vraiment ma vie entre leurs mains. J'étais dans une ambivalence en permanence, du début à la fin de la grossesse. Je m'interdisais d'y croire en me disant chaque semaine, la grossesse va s'arrêter. Et en même temps, je me suis mis en mode loup. Je ne voulais absolument pas revivre ce que j'avais vécu pour Calais. Donc, j'ai décidé de plus bouger. À partir de la 3e semaine de grossesse, à peu près, je dirais, donc autant dire dès le début, quoi. Je ne me levais plus, en fait. Je me suis alitée, mais vraiment. Je ne me levais plus, ni pour manger, ni pour m'habiller. Vraiment, je me levais juste pour prendre ma douche, aller faire pipi. C'était vraiment mon conjoint qui s'occupait de moi, donc il a vraiment été présent aux petits soins. Du coup, tu avais dit que le col se raccourcisse? Oui, tout à fait. J'avais peur en fait que ça recommence, que mon col se raccourcisse, se réouvre, que je perde les os. Donc je me suis dit, je vais en faire le moins possible. J'étais arrêtée, je ne travaillais pas, je me suis alitée. Je me suis dit là, s'il arrive quelque chose, c'est vraiment pas de ma faute. En fait, c'était ça. Donc ça a été quand même une grossesse très angoissante. J'ai eu des saignements encore, donc ça m'a fait revivre. À chaque fois que je saignais, je repensais. C'était en début de grossesse les saignements? Dès la 3e semaine, j'ai commencé à avoir des petits saignements et ils se sont vraiment
ils se sont intensifiés. Je saignais, on va dire entre guillemets, un bon coup, une fois par semaine. À chaque fois que j'allais aux urgences, on me disait cette fois-ci, il n'y a rien, tout va bien. On regarde le cœur du bébé, il battait bien, mon col lui était bien fermé. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de la 8e semaine, enfin, que je faisais un hématome. Donc c'était un hématome que j'ai expulsé en fait progressivement. Il se vidait, donc en fait ça allait vers la bonne voie. Moi les saignements, puis c'était des très gros saignements, ça m'a complètement... je me suis vue encore un dimanche soir. J'appelle mon conjoint, je dis allez hop, on va à la maternité. Pourquoi ? Je fais une fausse couche. Hop, voilà, on tout le monde dans la voiture. C'était... J'y croyais pas. Pour moi, chaque nouveau symptôme un peu dramatique comme un gros saignement ou vraiment beaucoup de sang, c'était la fin de la grossesse. Et non, il s'accrochait, super. Donc non, c'était un hématome et ça s'est arrêté. J'ai dû arrêter d'avoir mes saignements à la 12e semaine. Première échographie, j'en avais eu des échographies, mais en tout cas, l'échographie officielle du premier trimestre et plus de saignements. Alors oui, j'ai été donc... Premier réflexe, donc, dans la clinique avec laquelle j'avais eu toute mon histoire. Et elles étaient peu inquiètes. Là, bizarrement, elles m'ont dit, vous savez, la foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit. Je n'étais pas du tout à l'aise avec cette idée. Vraiment, puis je voyais, mine de rien, on est sur les réseaux sociaux, on voit des témoignages. Moi, je voyais des mamans à qui c'était arrivé 2, 3 fois. Je disais, ah oui, je ne survivrai pas. Donc, c'est que ça existe, donc je ne peux pas. Et donc, j'ai été directement au CHU, donc de la même ville, où on m'a dit, alors la clinique très gentille m'a dit, si vous souhaitez un deuxième avis, n'hésitez pas, allez-y, ils vous diront peut-être la même chose que nous, mais en tout cas, vous êtes libre, il n'y a aucun problème. Ça, c'est bien. Donc, on a été voir ce CHU et je suis tombée sur une personne qui était vraiment bien, un gynécologue vraiment très gentil qui m'a dit, moi je vous prends dès aujourd'hui, donc j'étais enceinte de 12 semaines et elle me dit on fait une échographie toutes les semaines. Exactement, donc elle me dit de 12 semaines à la 24e semaine on fera une échographie par semaine et si on voit que votre col raccourcit, on n'attend pas, on cercle. Oui. Donc moi je voulais un cerclage d'avance et on m'a dit non, ça on le fait pas. Parce que pour l'instant, il n'y a aucune raison qui nous indique que votre col va se réouvrir. Donc j'avais très peur, j'étais angoissée en fait. C'était une grossesse très angoissante, mais on ne pouvait pas faire plus. Elle m'a dit, je vous vois toutes les semaines, on peut pas faire mieux que ça. Donc j'étais très, très rassurée de la voir à chaque semaine, de voir ma gynécologue, de revoir mon bébé en pleine santé, voir que mon col ne bougeait pas. Voilà, tu pouvais noter tout ce qui s'était passé pendant la semaine éventuelle et puis après pouvoir en parler. C'est ça, exactement. Donc j'avais... puis c'était une gynécologue, c'était pas c'était un médecin quoi, qui me voyait toutes les semaines. Et voilà, on a vraiment créé un lien... elle savait en fait, elle m'a dit, je sais que je vais faire partie de votre vie pendant 9 mois. Je sais qu'on ne se verra plus après, mais voilà, je vais garder un petit souvenir particulier. Je dis, mais moi, vous resterez à tout jamais ancré dans mon esprit et dans mon cœur parce que j'ai vraiment... toutes les semaines, c'est pire que d'aller boire le café chez une copine. Tout le monde me connaissait comme le nouveau dans les locaux. Donc, non, ça m'a fait du bien. J'avais vraiment, on va dire, j'ai une nouvelle petite sérénité qui s'est installée, installée à partir du moment où donc j'ai passé le terme fatidique où j'ai perdu le calès et j'avais tellement peur aussi de me faire, que ça recommence. J'avais peur de me faire hospitaliser. Finalement, j'en faisais le moins possible. Je restais à la maison et je me disais chaque semaine de plus c'est une semaine de gagner et le CHU est tellement doué. La gynécologue avait été adorable, elle m'avait dit là, si votre fils naît maintenant, finger in the nose, moi je vous le sauve. Rien que des cheveux. Et parce qu'elle savait très bien que, elle m'a dit si votre col ne s'est pas ouvert maintenant, alors que votre bébé fait le même poids que sa sœur, etc., il n'y a pas de raison qu'il s'ouvre après. Donc déjà je me suis dit, ok, on va pouvoir commencer à souffler un petit peu. Et donc, est-ce que tu avais préparé la chambre ou justement tu n'osais pas encore? Alors ça a été un petit peu difficile. Les achats, aucun. J'ai pas réussi.
J'ai commencé à acheter quelques meubles. J'avais gardé plein de choses de Calès et mon mari, il ne parle pas beaucoup, mais il fait des gestes forts. Je m'en suis rendu compte enceinte de Samaël où j'ai voulu récupérer des choses comme la poussette, comme sa chambre. Et en fait, il avait tout, il s'en était débarrassé. Ah oui. J'avais tout mis de côté et il s'en était débarrassé. Donc, passé les 24 semaines, j'ai quand même acheté la chambre. Je me suis dit au moins, bon, il naît, j'avais peur aussi qu'il naisse, donc je me suis dit, s'il naît, il faut qu'il ait quelque chose. Enfin, j'avais besoin j'avais mon petit syndrome de nidification qui commençait à... Donc, le nid soit prêt, faut que... C'est ça. Donc, j'ai commencé un petit peu, oui. Dès qu'on m'a dit, si vous êtes couché, on prendra votre bébé en charge. Donc, j'ai commencé doucement à faire la chambre. J'ai acheté la poussette, mais tout ce qui est vêtements, etc., je pense que tout n'était pas prêt même quand j'ai accouché. Donc, j'ai juste... j'ai juste eu une grosse angoisse parce qu'effectivement, les contractions sont revenues. Peut-être, oui, j'étais enceinte de 26 semaines, 27 semaines. J'ai commencé à avoir à nouveau des contractions. Non, pas saignement, mais vraiment des contractions. Et là, moi, je savais maintenant à quoi m'attendre. Je les reconnaissais bien. Et ils ont tout de suite été très, très réactifs parce qu'effectivement, là, j'ai été hospitalisée. On a réussi à stopper les contractions. Et finalement, j'ai dû être hospitalisée quand même à partir de la 31e semaine pour avoir l'injection de Célestène pour la maturation des poumons de Samaël. Parce que les contractions ne s'arrêtaient pas. Donc, en fait, on s'attendait. J'allais donc à l'hôpital et on me disait, bon, c'est pas cette semaine, la semaine prochaine. Mais mon col s'ouvrait. Donc, j'ai fini ma grossesse avec un col ouvert, mais des contractions tous les jours. Donc, ça a été, tu te rappelles, ton col était ouvert à combien ? J'étais à 2, en fait. Ah oui, d'accord. J'étais à 2 cm, donc ce qui est vraiment pas dramatique en soi, mais moi, à partir du moment où on m'a dit votre col est ouvert, je me suis dit, oh, bah là, c'est bon, c'est parti, je vais accoucher. Et en fait, non, il est resté ouvert à 2 jusqu'à l'accouchement. J'avais des contractions toutes les nuits. Ça a été assez difficile, en fait, parce que j'étais fatiguée, je dormais plus, j'avais qu'une hâte, c'est qu'il naisse, en fait. Donc, j'étais dans l'ambivalence, j'avais tellement peur qu'il naisse trop tôt et j'avais tellement hâte qu'il naisse tout court. Donc, c'était très très dur et je pense que je somatisais aussi beaucoup parce que j'étais tellement crispée, je me suis fait une sciatique, j'étais bloquée tout du côté gauche. Ah oui. Je dormais plus, j'étais tellement tendue que je contractais, mais je me faisais contracter. Hein, Est-ce que tu t'es dit, sur 10, au moins je suis à 2, c'est déjà ça en moins. Pour le jour où... Non, mais pas du tout. Je me disais... Non, pas du tout. Je me disais même pas ça. Tous les jours, je me disais, bon, bah c'est pas aujourd'hui. On allait à la maternité. Je disais à mon mari, c'est aujourd'hui, il faut y aller. Il me disait, mais non, Effectivement, non, c'était pas le cas. Et d'ailleurs, le jour où j'ai décidé d'y aller vraiment... ça a été, on m'a mis donc aux injections, etc. Et on m'a dit, si vous voulez accoucher, enfin si vous venez tous les jours comme ça avec des contractions, on dirait que vous avez envie d'accoucher en fait. Mais faut vous laisser le temps. Une grossesse, ça dure 9 mois, ça dure pas 7, ça dure pas 8 mois. Il faut vous laisser le temps. Et en fait, j'ai eu justement, j'ai vu un psychologue parce que je ne voulais plus quitter l'hôpital. Et c'est normal. Ouais, et donc on va dire, on vous avez été sous traitement, vous avez l'injection pour les poumons, maintenant vous pouvez rentrer chez vous, s'il arrive quelque chose, on n'arrêtera plus les contractions. Et j'ai dit, mais moi je ne veux pas repartir de l'hôpital, je suis comme à 1 heure de mon domicile, et s'il arrive quelque chose, je ne veux pas accoucher dans la voiture. Moi je me souviens m'avoir dit ça. On m'a dit, est-ce que vous avez eu un suivi psychologique ? Et je lui ai dit, non, pas depuis ma grossesse. Et donc, ils m'en ont proposé un, parce que j'ai accepté. Et donc, je pensais vraiment livrer les angoisses de ma grossesse actuelle. Et en fait, j'ai déposé toutes mes angoisses de la grossesse précédente. Tout ce que j'avais pas déposé sur la table, j'ai tout déballé. Je me suis mise à pleurer, j'ai pas compris. Ils m'ont dit, mais de quoi est-ce que vous avez peur ? Vous avez peur d'accoucher ? Vous avez peur
de perdre ce bébé? Vous avez peur de quoi vous avez peur? Parce qu'en fait, j'avais peur, mais j'étais incapable de dire de quoi j'avais peur. Et en fait, Tout ça, c'est un peu de tout ce qui s'était passé. c'est ça, exactement. Et en fait, on met les mots et il me dit vous voulez accoucher rapidement? Et je lui dis mais non, mais en fait, je veux juste un bébé en vie au bout, en fait. Donc, et chaque minute de plus dans mon ventre, je me disais s'il part maintenant, mais il aurait peut-être été mieux dehors. Enfin, j'avais vraiment cette hâte. J'étais pressée qu'il arrive. Et on m'a dit, le psychologue à ce moment-là m'a clairement exprimé le fait que j'étais dans ma tête déjà en train de prévoir son décès. Il me dit, vous êtes en train de vous dire que cette grossesse-là va finir de la même manière que votre grossesse précédente, mais ça n'est pas la même grossesse, ça n'est pas la même chose. Vous n'êtes pas au même terme. Et du coup, il a fallu vraiment qu'il me rassure en me disant si votre bébé naît maintenant, j'avais passé les 32 semaines, ça va aller. Oui. Chaque semaine de plus est une semaine de gagner. Dites-vous que ça va aller. Donc je suis rentrée, j'ai fini par laisser l'hôpital tranquille et je suis rentrée finir ma grossesse à la maison. Et j'ai accouché à 37 semaines plus 2 d'aménorrhée. Donc bébé n'était plus prématuré. Oui. Et comment s'est passé l'accouchement du coup? L'accouchement a été très long. C'était encore une nuit où j'avais beaucoup de contractions, où je n'en pouvais plus. C'était pas une nuit plus difficile qu'une autre, mais j'avais décidé. 37 semaines étaient passées. On avait normalement un déclenchement qui était prévu la semaine d'après. Oui. Et sur accord de ma gynécologue. Parce qu'en fait, le terme coïncidait, c'est-à-dire que le terme de Samaël était prévu le jour de la naissance de Calès. Ah oui. Donc coïncidence très particulière. Ouais. J'ai pris ça comme un signe, mais c'était pas du tout envisageable pour moi. Partager mon cœur entre ces deux dates, c'était pas possible. Donc là, la gynécologue a été très compréhensive et m'a dit vous aurez votre bébé pour Noël. Voilà, vous aurez au moins ce. Voilà, chaque enfant aura sa date. C'est vrai que c'est assez perturbant quand même. Ouais. Totalement. Moi, quand on m'a annoncé ça, j'avais dit mais je ne peux pas accoucher ce jour-là, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Je ne peux pas. Ouais, c'est comme si c'est un peu une réincarnation dans. Oui. Samaël. Enfin, c'est. Oui. C'était très. Donc, le déclenchement était programmé et en même temps, j'avais pas bien envie d'être déclenchée. Donc, j'ai profité d'une nuit où les contractions étaient très douloureuses, où j'ai donc demandé d'aller à la maternité pour contrôler. Et les filles m'ont dit encore vous, madame. Inquiétez pas, on va voir si c'est vraiment ça. Donc, monito, oui, j'avais bien des contractions. Et on m'a dit, allez marcher un petit peu, revenez. Mon col était toujours ouvert à 2. Et j'ai dû faire 2h30, voire 3 heures de marche. J'ai fait le tour de la maternité en long, en large et en travers. Et en revenant, j'ai dû arriver à la maternité vers 1h du matin le dimanche, vers 6h. Le col avait bougé d'1 centimètre. On me considérait officiellement en travail. Donc il a été long cet accouchement, douloureux. La péridurale n'a pas fonctionné totalement. Elle a fonctionné que d'un côté. J'ai mis 36 heures à accoucher. Et ça a fini avec une ventouse. On était au bord de la césarienne et j'ai accouché le mardi matin à 5h. 5h28. Donc c'était long, très long. Très très long. Oui. Mais heureusement que ça s'est bien passé et que tu as pu avoir Samaël dans les bras. Et à ce moment-là, tu as ressenti quoi du coup? Alors, la naissance a été très particulière. J'ai poussé pendant 3/4 d'heure, donc j'étais épuisée. Et en fait, quand il est sorti, la première réaction, je me souviens, c'est « Oh, waouh, il est grand !» Parce que tout de suite, j'ai fait le comparatif avec sa sœur et je me suis dit, oh, il était dans mon ventre. J'ai été impressionnée en fait. J'ai été submergée de oh, waouh, mais c'est moi qui ai fait ça quoi. Et quand ils l'ont posé sur mon ventre, l'angoisse est revenue.
mais comme un pic, endorphine down, angoisse, il ne pleurait pas. Ah oui, d'accord. Donc, je le frottais, elle le frottait, elle me disait soufflez-lui sur le visage. Il a un petit peu de mal à atterrir, il a bu un peu de liquide, donc j'étais toute tremblante, je soufflais sur son visage. Je disais allez bébé, respire. Mon mari me regarde avec des yeux, il respire pas, il pleure pas, c'est normal. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On vous le prend tout de suite, on vous le ramène. Hop, il me l'embarque. Non, enfin, je me suis sentie tellement... Et pareil, le temps s'est arrêté, je sais pas combien de temps ils me l'ont pris. Mon mari m'a dit ça a duré 1 minute, ils l'ont aspiré, il est revenu, il a pleuré, mais bon, ça a été un tout petit... je suis là, maman, bonjour. Il m'a regardé avec des grands yeux, je me suis mis à pleurer, je me suis dit, ok, c'est bon. Mais c'était parce qu'il n'arrivait pas à respirer? Il avait bu un peu de liquide, en fait. D'accord. Il avait bu un peu la tasse, il avait du mal à cracher, voilà, il était encombré, en fait. D'accord. Ça allait, il était rose, il était beau, il respirait, mais en fait, j'avais tellement l'envie d'un bébé qu'on pose et qui crie d'un cri perçant que un bébé qui pleure pas, moi, c'est tout de suite j'ai mon cerveau qui réagit et qui dit il doit pleurer. Il faut des bruits. Apparemment, c'est pas obligatoire que les bébés pleurent à la naissance. Oui, je l'ai appris aussi du coup, parce qu'effectivement il a pas beaucoup pleuré ensuite, il a vraiment juste fait un petit bruit, puis il respirait normalement, donc tout va bien. Ma fille n'a pas du tout pleuré, du coup elle m'a dit non, vous inquiétez pas, c'est normal. D'accord, ah oui, donc ils t'ont rassuré tout de suite en fait. Voilà, tout de suite. Et elle est restée dans mes bras et c'est pas bien. Moi j'avais cette image d'un bébé qui pleure et que s'il pleure pas, dans les films à l'ancienne, il tapotait sur la fenêtre. C'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, je m'attendais à ça. Donc, ça a été difficile de... Après, il allait bien. Il a juste été un peu aspiré, mais il allait bien, en fait. C'était plus pour me rassurer. Ils sont venus avec ils m'ont posé, il a pas beaucoup plus pleuré. Ils m'ont dit non, il avait bu un peu la tasse, mais voilà, il respire, votre bébé, regardez, tout va bien. Oui, là, ça a dû être le grand soulagement pour toi et ton mari. Là, c'était... Et en fait, on s'est regardé et moi, je n'y croyais pas. Et il était là, sur moi, je n'y croyais pas. J'ai eu comme un ouf de soulagement. Mais c'était comme si j'étais dans un film. Je ne réalisais pas, en fait, qu'il était là. Il me regardait, il me touchait, je ne faisais que ça. Le toucher, l'embrasser, je me dis, il est là, c'est lui. Ça va aller, madame. J'ai dit oui, mais je réalise pas, en fait. Je n'arrive pas à réaliser qu'il est là. Donc, ça a été quelques heures. Il a fallu, en fait, quelques heures pour que je me fasse à l'idée. Que c'était pas, que ce que je vivais était vraiment en train de se passer, en fait. C'était pas un film, c'est pas un rêve, c'est la vérité. Donc, ça a été fort, ouais, à ce moment-là. Et après tout ça, comment tu t'es sentie mentalement, le retour à la maison est-ce que tu as pensé un petit peu aussi à Calès Alors, le retour à la maison, déjà, pendant l'accouchement, ça a été assez compliqué. Déjà, je pensais déjà à elle. Donc j'essayais pourtant de ne pas y penser. Mais je pensais à elle. Il y a des moments un peu clés auxquels j'ai pensé. Quand ils m'ont percé la poche des os, notamment. J'ai reconnu tout de suite la sensation. Ça a été... c'est ce qui m'avait marqué en fait dans la perte de ma fille. C'était vraiment ce moment où j'ai perdu les os. Mais là, c'était exactement la même sensation. Ça m'a complètement perturbée. Et je m'étais promis en fait de me dire non, je ne penserai pas. C'est sa naissance. Mais voilà, il y a des moments comme ça qui sont revenus. Quand la perfusion aussi de la péridurale n'a pas fonctionné et que d'un côté j'ai senti cette douleur, un peu ce cercle de feu où vraiment je hurlais tellement ça me brûlait, où j'avais cette envie irrépressible de pousser. J'ai ressenti tout de suite les mêmes sensations en fait. C'était vraiment la même intensité, la même douleur. C'était la même chose et c'est pour ça que j'ai demandé à l'anesthésiste revenir, remettez de la péridurale, ça fonctionne pas. Mais je pense que mon psychique avait pris aussi beaucoup de part dans la douleur et en fait il m'a mis tellement de
dose d'anesthésiant que je n'ai plus du tout senti mon corps, en fait. J'avais plus du tout de sensation. Mais qu'importe, en fait, ce que je voyais l'accouchement comme un outil, je me voyais comme un objet, hein, c'est terrible, mais je me suis désolidarisée de mon corps en me disant, je veux un bébé en bonne santé, en vie à la fin, donc faites ce qu'il faut de moi. Je ne suis plus actrice, je suis juste... voilà. Et en fait, il te laissait qu'en pousser par rapport au ring. Oui, ouais. Donc j'ai regretté parce que j'étais très loin de l'accouchement physiologique dans lequel je m'étais vraiment préparée pour l'accouchement de ma fille. Et en même temps, j'étais prête à tout pour Samaël. Je m'étais dit, une césarienne, je sens plus mon corps, péridurale, c'est pas grave. Tant que c'était pas le même objectif. Santé, ouais. Ouais. Donc je regrette oui et non. J'ai pas mal vécu mon accouchement, bien qu'il y ait eu une ventouse, etc. Mais j'aurais, c'est sûr, dans l'idéal, voulu le vivre différemment. Mais j'avais tellement cet objectif d'un bébé. C'était mon objectif. Peu importe ce que je traversais, peu importe ce que je vivais, peu importe les douleurs, c'était pas grave. Donc du coup, c'est vrai que ça a laissé des stigmates quand même, mine de rien. C'est sûr que je suis pas repartie avec un nouveau projet, tout pleine d'entrain, en me disant allez, on va coucher dans la baignoire, tout va bien. Bah non, en fait, j'ai voulu surprotéger Samuel en me disant vous hypermédicalisez tout pour que s'il arrive quoi que ce soit, vous puissiez, voilà. Donc du coup, je me suis complètement laissée porter. Et donc du coup, l'arrivée à la maison a été un peu dans le même esprit. Quand je suis déjà à la maternité. Parce que les premiers jours aussi, il faut dire que quand tu es à la maternité, c'est pas facile. On n'a pas l'habitude, hein, un bébé, on doit apprendre à s'en occuper. Moi, je me suis dit, ok, j'ai en charge un petit être, j'en ai la responsabilité complète, 24/24, et à la fin de la journée, je le rends pas, en fait. Il est comme moi. Donc à la maternité, Samaël pleurait déjà beaucoup, énormément, et j'avais décidé d'allaiter. Et pendant 6 années, je me suis préparée à allaiter. Je ne voulais pas ne pas allaiter, en fait. Oui. Donc ça a été dans la douleur, parce que ça me faisait mal. Les auxiliaires, c'était un CHU, donc il y avait beaucoup de mamans, elles avaient peu de temps, et je comprenais. Mais du coup, elles n'étaient pas non plus très bien formées à l'allaitement. Donc, elles n'arrivaient pas à m'aider, en fait. Donc, le bébé n'était pas très bien positionné au sein. Samaël était tellement à la demande, c'est-à-dire qu'il était 24/24 au sein, et quand il n'était pas, il pleurait. Donc, j'ai eu un niveau de fatigue tellement intense, tellement je ne m'étais pas préparée à ne pas dormir, en fait. Et est-ce que ils t'ont recommandé, par exemple, des bouts de sein, de la lanoline? On m'a vraiment laissé moi et moi. Donc non, j'ai... du coup, t'as de la souffrir. Ouais. Ah ouais. J'ai eu des crevasses tout de suite parce qu'il était vraiment au sein 24/24, donc c'était très ouais. Et puis j'avais la lanoline que j'avais prévue dans ma petite trousse de maternité, mais bon, ça suffisait pas, hein. J'avais vraiment les mamans en sang, c'était compliqué, et j'ai fait ce que j'ai découvert avec joie. Je faisais de l'hyper, je ne sais plus comment on appelle ça, l'hypervigilance maternelle. Ah oui, d'accord. Donc en fait, dès que je fermais les yeux, dès que mon corps s'effondrait de fatigue, un petit bruit. 1 minute 30, même pas, il n'y avait même pas besoin de bruit. En fait, mon corps refusait de s'endormir. Je ne pouvais pas m'endormir, donc je me réveillais. En 4 jours, je me suis vue dormir 1h30. Ah oui. Et tout le monde me disait, mais tu dois dormir quand il dort. Je ne pouvais pas, j'essayais déjà, mais pas. C'est insupportable. La phrase qu'on dit aux mamans, dormez quand le bébé dort. Mais moi, je sais que je regardais le bébé dormir. Oui, moi aussi, beaucoup. Et c'était vraiment difficile parce que je me réveillais en sueur, je me réveillais en panique. Et je disais à mon mari, j'ai dormi combien de temps? Il me disait, 2 minutes. Donc il me disait, endors-toi, je gère. Mais j'y arrivais pas. Donc je suis rentrée à la maison avec... déjà, je suis restée longtemps à l'hôpital. J'ai accouché donc dimanche... j'ai été hospitalisée dimanche soir. J'ai accouché mardi matin. Et je suis sortie samedi midi.
Ah oui. Donc en tout et pour tout, mon séjour à la maternité a duré 6 jours. Et c'était long, très long. Et on voulait qu'une chose, c'était de rentrer pour pouvoir justement retrouver un peu notre maison, nos habitudes, nos odeurs. Puisque les auxiliaires n'étaient pas très disponibles, je m'étais dit à la maison, j'aurais ma sage-femme. Donc j'avais très hâte de rentrer et Samuel prenait pas beaucoup de poids. Ma montée de lait a mis du temps à se mettre en place. Donc voilà, c'est ça qui a retardé un peu mon séjour. Oui. C'est vrai qu'il laisse pas partir tant que le petit n'a pas repris c'est ça. assez de poids. C'est ça. Et en fait, j'ai été un peu dans le même état d'esprit à la maison. Samuel pleurait beaucoup, j'ai essayé d'allaiter, j'ai fini par tirer mon lait, on lui donnait toutes les 4 heures. Mon mari essayait de prendre le relais, mais j'étais la tête dans le guidon. Je peux le dire avec du recul, je pense pas que je pensais à ma fille, j'arrivais pas, j'étais trop fatiguée. Mais déjà les premiers sentiments ambivalents sont arrivés à ce moment-là. Je me suis dit pourquoi j'ai fait ça, je n'y arrive pas. Je me suis sentie incapable en fait. Je me disais je n'y arrive pas, je ne dois pas être faite pour ça, je suis pas une bonne maman. Dès les premiers jours en fait. Ça a été tout de suite, oui. Ça a pris de la place. La fatigue m'a fait complètement délirer. Vraiment, vu que je dormais plus, j'avais plus la notion. Ouais, mon esprit était plus clair en fait. Je me disais mais pourquoi j'ai fait ça. J'avais envie de déposer tout, mais un bagage enfant là et partir déjà loin, très très loin en fait. Je pense que ça a beaucoup de femmes avec la fatigue, le fait d'accueillir un nouveau bébé, c'est la première fois. Quand il pleure, on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ? Est-ce qu'il faut faire comme ci, comme ça ? Ouais. Mais ouais. Oui, en fait, j'apprenais aussi. J'avais une machine d'hormones. J'avais les premiers jours, c'est difficile. On avait beau me préparer, on avait beau me dire, tu vas voir, ça va être chaud, ça va être hardcore. Mais on a beau être préparé, moi, je me suis vraiment fait percuter. Hein. J'ai pris ça en pleine poire. Je me disais justement, j'avais cette image de la maternité rêvée. Je m'étais dit, mais je vais rentrer à la maison, mais ça va être un bonheur incommensurable. Oui, je vais pas dormir, mais qu'est-ce que c'est de se lever tôt le matin ? C'est pas grave s'il pleure la nuit. Je suis à côté en cododo. Mais non, en fait, ça s'est pas passé comme ça du tout. Samuel dormait très peu et quand il ne dormait pas, il pleurait. Donc c'était soit le sein, soit pleurer. Et quand moi j'arrivais plus à donner le sein parce que vraiment j'étais épuisée, papa se baladait avec bébé dans le corps de bébé. Mais j'ai passé ces premières semaines, parce que ça a duré vraiment les premières semaines, avec quand même un peu de recul. J'arrivais à me dire, il est petit, c'est normal. C'est normal, il faut qu'on trouve notre rythme. La fatigue, c'est normal. On essaye de faire rempart tous les deux, moi et mon conjoint, on s'est dit cette première année va être difficile. Il a aussi été beaucoup surpris par la fatigue, bien qu'il avait beaucoup plus conscience que moi de la difficulté. M'a toujours dit, mais toi, j'ai l'impression que tu as découvert que c'était dur au moment où tu es devenue maman. Et j'ai été honnête, j'ai dit, oui, je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit si difficile en fait. Le fait que les premières semaines en fait soient compliquées, moi j'avais réussi à prendre quand même un petit peu de recul parce que je me disais qu'il était petit en fait. Donc les premières semaines, je me disais mais forcément ça va être dur, et avec mon conjoint on s'était dit il faut faire rempart tous les deux, on doit se soutenir, faire relais le plus possible pour que l'un et l'autre puissent se reposer. Et du coup les 3 premiers mois ont été vraiment en termes de fatigue les plus difficiles. Le temps aussi que l'allaitement se mette en place. Et à partir de 3 mois, j'ai vraiment senti une amélioration au niveau notamment de l'allaitement. Et je me suis dit, ça va aller mieux en fait. Oui. Et on a passé, c'était normal. On a eu une vie normale, notre vie a été mise sur pause 3 mois. C'est ok en fait, ça va. Et en fait, pas du tout. Samuel a eu le Covid. Oui. Et dans la foulée, on l'a vacciné parce que du coup, sa première vaccination
n'avait pas pu être faite parce qu'il avait eu le Covid. Donc quelques semaines sont passées, on l'a vacciné et il a fait une grosse réaction allergique au vaccin. Oh mince. Ouais, c'est quelque chose qui est très rare, rarissime. Et du coup, on s'est rendu compte, donc on savait qu'il avait une intolérance au lactose. Et en fait, ça s'est confirmé par une allergie, complètement. Donc, c'est un bébé qui avait beaucoup de reflux, qui dormait vraiment pas beaucoup, qui pleurait énormément. Et on a réussi à mettre en place un traitement, à avoir déjà des éléments de réponse. Donc, je me suis dit, là aussi, ça va aller mieux. Donc, je me suis laissée jusqu'à 6 mois. C'est 6 mois de vie. Et au bout de 6 mois, ça n'allait toujours pas mieux. Et c'est là où j'ai un peu vrillé, quoi. Où je me suis dit, ma vie maintenant, ça peut pas être ça. Ça peut pas être un bébé qui pleure en continu, avec juste moi qui essaie de survivre, parce que au quotidien, un bébé qui pleure tout le temps, c'est des maux de tête. C'est moi qui vais aux toilettes avec un bébé qui pleure dans les bras. C'est moi qui ne mange plus. Et souvent, on a même envie de pleurer en même temps que le bébé, quoi. Oui. Ah bah, je pense avoir pleuré autant que lui, ça c'est sûr, ouais. Et le plus dur, c'était les nuits. Les nuits, parce que papa, lui, n'a jamais réussi à gérer les nuits. Il a vraiment eu du mal, non pas qu'il dormait profondément, comme on peut dire, il n'a pas dormi profondément, non, émotionnellement, c'était dur aussi pour lui. Il avait beaucoup plus de facilité à gérer la journée, puisque heureusement qu'il était là. Heureusement, parce que en fait, il détournait son attention, il le portait en tant que bébé, il essayait de faire des activités. Et moi, toute la maternité dont j'avais rêvé, justement, les activités, les sorties, mais ne serait-ce que d'aller faire les courses, il pleurait. Donc je me suis interdite de sortir. Les activités, ça partait en cacahuète à chaque fois. Ça marchait pas comme je voulais que ça fonctionne. Je m'énervais très vite. Et les pleurs se sont vite transformés en une irritation, en fait. J'étais irritée dès qu'il pleurait un peu, ou dès qu'il montrait qu'il n'était pas très content, ou qu'il avait un inconfort. J'arrivais plus à avoir les idées claires. J'arrivais plus à voir qu'il était inconfortable. Je me souviens, une nuit, il avait une grosse poussée dentaire, mais je l'ai pas vu, en fait. Et je me suis tellement énervée, je me souviens, j'ai dit à mon mari, mais il faut qu'il dorme, il ne dort pas, mais pourquoi ? Et en fait, j'ai vu qu'il commençait à mâchouiller ses draps, et je me suis mise à pleurer. Je dis, mais en fait, il a juste mal aux dents, et comment je peux pas voir ça, en fait ? Et vu que tous les jours, je me pose des questions, 1000 questions. Est-ce qu'il a trop chaud ? Est-ce qu'il a faim ? Il pleure, il a mal aux dents, il a des reflux, il veut son médicament, il faut mettre du Doliprane. En fait, j'essayais de toujours trouver une solution aux pleurs. J'y arrivais pas. Et donc, parfois, je me disais, ok, il pleure parce qu'il a envie de pleurer. Donc, moi, je le laisse pleurer. J'arrive plus. Donc, j'allais pleurer dans ma chambre en même temps que lui. Et puis, j'essayais de faire des sas comme ça, de décompression. Oui. Mon mari, je disais là, maintenant, faut que tu prennes, j'arrive plus. Et ça, la nuit, il n'arrivait pas, en fait. Il n'arrivait pas, lui non plus. Il me dit, la nuit, entre guillemets, c'est vrai, je lui donnais pas l'autorisation d'allumer la lumière et de jouer avec lui. Parce que moi, mon leitmotiv, c'était, il faut qu'il dorme. Je veux qu'il... Donc, je ne veux pas que tu allumes les lumières, je veux que tu l'endormes, en gros, comme moi, je l'endormirais. Donc, j'étais vraiment très toquée là-dessus. Je refusais qu'il détourne son attention. Donc, il me disait, tu gères la nuit. Moi, j'arrive pas. Donc, je pleurais beaucoup. J'attendais qu'il s'endorme. Donc, on s'endormait tous les deux dans les pleurs. Et ça a été vers l'âge de ces 6-7 mois où je me suis dit, ok, je vais pas bien. C'est pas une vie, en fait. Il faut pas que ça continue comme ça. Donc, je pense que c'était par rapport aux coliques pour lui, ou parce que ça a duré longtemps Mais encore aujourd'hui, je ne saurais pas te dire. Je sais que donc, son reflux a été traité. Oui. J'ai vu une kinésiologue parce que j'ai fait j'ai vu son médecin, évidemment, un pédiatre qui m'a dit, votre bébé va être en pleine santé, il va très bien, il évolue très bien. Mais je dis, il pleure tout le temps.
Et c'est pas grave. Voilà. Bon. Et en fait, je pense que j'étais focalisée, moi, sur les pleurs. Et il y avait des moments où, effectivement, il y avait des petits sas de décompression. Je les voyais plus parce que j'utilisais ces petits moments pour faire autre chose. Oui. Mon ménage, qui était là depuis 1000 ans, mon linge, dormir aussi, parfois, parce que j'avais besoin de dormir. Et du coup, j'avais l'impression que c'était dormir, pleurer. Quand lui ne pleurait pas, il dormait. Ou quand lui ne pleurait pas, moi, je dormais. Donc j'avais l'impression qu'il pleurait tout le temps. Samaël, depuis qu'il est né, ne s'est jamais réveillé sans pleurer. Vraiment des grosses larmes, des gros cris, quoi. Et donc j'ai été voir une kinésiologue. J'ai voulu avoir au moins un peu une alternative, une médecine douce pour m'apaiser moi, l'apaiser lui. Et elle me dit, en fait, le sommeil, c'est un peu le nerf de la guerre chez vous. Je lui dis oui, j'ai besoin, j'ai envie de dormir. Et Samaël dort vraiment peu, il dort pas de la journée déjà. Donc c'est difficile. Et la nuit, il va dormir quelques heures. Et surtout, quand il va se réveiller, c'est en pleurs et rester réveillé 2-3 heures en pleine nuit. Et elle me dit, en fait, mais la nuit est une angoisse pour vous comme pour lui. Dormir depuis que j'ai accouché, c'est... mon corps me l'interdit. Je suis en hypervigilance en permanence. Donc elle me dit, pendant des mois et des mois, vous vous êtes empêché de dormir et maintenant vous êtes tellement fatigué que vous voulez dormir. Mais je transmets énormément d'angoisse à Samaël, en fait. Dès que je veux aller me reposer, j'avais tellement peur, moi, de le voir endormi, de le voir les yeux fermés, que je transmettais cette angoisse, quoi. Ah oui, d'accord. Donc j'essayais de lui dire c'est ok, en fait, de faire dodo, c'est ok, maman elle a besoin de se reposer. Mais tellement c'est quelque chose qui l'angoissait. Le mot dodo, le mot lit, dès que je lui propose le lit, c'est une catastrophe. Ça n'est pas serein. Le moment du coucher n'est pas serein. Donc il a fallu, à partir de ce moment-là, elle m'a vraiment aidée. Elle m'a dit, il faut mettre en place des rituels, ce que je ne faisais pas, en fait. Il faut essayer de mettre en place des rituels et que vous créez votre propre rythme. Puisque du coup, je essayais juste de survivre, de manger quand je pouvais, donc à pas d'heure, de dormir quand je pouvais, donc à pas d'heure. Et elle m'a dit, autant pour vous que pour lui, il va falloir essayer d'instaurer un rythme. Et c'est bien d'écouter votre bébé, mais il faut que vous écoutiez vous, parce que ça va pas. Et du coup, je venais... C'était une éponge, quoi. Il sentait que j'étais pas bien, donc il ne pouvait pas aller bien. Et c'est vrai que je sentais, je rentrais dans sa chambre déjà avec une bouffée, j'avais envie de pleurer déjà. Donc, on était tellement fusionnels tous les deux que... on pouvait pas aller mieux tous les deux. C'était compliqué. Donc, au mois d'août, j'ai été en voyage avec lui à La Réunion. C'est là où je suis née. Et pour le mariage d'une cousine. Et j'y suis allée seule. Mon mari travaillait. Et je me suis dit, je veux me prouver à moi-même, puisque j'ai demandé à des proches, à de la famille très proche de ma compagnie. Ça m'a été refusé. Ils n'ont pas voulu. Pour des raisons encore qui ne sont pas assez suffisantes à mon goût, mais voilà, c'est autre chose. Et du coup, je suis partie seule à La Réunion. Et j'y suis arrivée. Mais ça n'a pas été simple. 11 heures de vol aller, 11 heures de vol retour. Yeah. Avec un bébé, un porte-bébé, ma valise de 23 kilos, mon sac à langer, ma poussette, enfin un périple terrible. Bon, s'il fallait le refaire, je le referais pas, mais je sais pas. Franchement, je sais pas comment tu as fait toute seule. Là, mais moi non plus. Parfois, je reviens, je dis à mon mari, mais j'ai vraiment été. Il dit oui, tu as été là-bas. Et ça a été dur, mais je me suis dit, je suis capable, en fait. Et ça a été compliqué. Il a pleuré aussi quand même beaucoup là-bas. J'étais seule, j'ai pourtant de la famille là-bas, mais personne ne m'a accueillie. Donc j'ai pris un hôtel, j'ai pris ma voiture de location, enfin vraiment toute seule, quoi. On a vécu 15 jours un peu en autarcie. Je suis restée beaucoup à l'hôtel, j'ai pas pu faire beaucoup de visites. Ça m'a un petit peu irritée aussi parce que je me disais mince... si j'avais pas eu de bébé, c'était pas le moment, ou s'il avait été plus grand, ou si j'avais pas eu de bébé, mais en fait non, si j'y suis allée, c'est parce que j'avais envie d'y aller avec lui, donc oui. Mais en fait j'arrivais plus à profiter des moments avec lui. C'était je voulais pour être au calme, j'allaitais toujours,
Et ben pour être au calme, on sait que ça, en fait. Passer des journées au lit à l'hôtel, lui contre moi, j'ai essayé de me reconnecter en fait avec lui. Et je suis rentrée et j'ai compris. Je me suis dit, il faut que je retourne travailler. Ça faisait longtemps que j'avais pas retravaillé depuis que Gaëlle était partie et je voyais bien que papa, lui, ne ressentait pas la même chose que moi puisque quand il partait travailler, il a des grosses semaines, il travaille 50 heures semaine, c'est très compliqué pour lui. Ouais, et quand il rentre, d'avoir un bébé exténué, une maman qui est irritée, et lui, tout ce qu'il veut, c'est essayer de profiter. Mais lui, je voyais bien qu'il était beaucoup plus disponible. Il était fatigué, mais émotionnellement, il avait hâte de nous retrouver. Donc je me suis dit, ok, je m'étais donné un an de rester auprès de Samaël, et en fait, c'était peut-être pas fait pour moi complètement. Peut-être qu'il faut juste que je lâche un peu prise, et donc il faut que je reprenne le travail. Que tu aies aussi à ton moment à toi aussi, ouais. Oui. Et en fait, je me l'interdisais. Je me disais, pour être une bonne maman, il faut être auprès de son bébé. C'est comme ça, c'est ça en fait, être une bonne maman. Et avec du recul, je me suis dit non, être une bonne maman, c'est être disponible émotionnellement pour pouvoir justement gérer, parce qu'effectivement, un bébé, c'est pas toujours souriant et c'est pas toujours. Voilà, il y a des moments plus difficiles, mais si moi je suis pas disponible, ça va être difficile à gérer, quoi. Et puis surtout aussi, quand on va travailler, qu'on se change les idées, ou même qu'on sort boire un verre avec une amie et que papa prend le relais, déjà, on se sent mieux et l'enfant, il va le ressentir aussi automatiquement. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai senti la différence. Il a donc commencé la crèche en septembre 2022. Et moi, j'ai repris le travail en octobre. On s'est laissé un mois pour essayer de s'organiser dans nos quotidiens. Et j'ai déjà senti la différence. Entre-temps, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec mon médecin pour lui exprimer à quel point cette année avait été difficile et que j'avais encore du mal, j'avais beaucoup de crises d'angoisse, que j'arrivais encore pas à dormir. Et donc mon médecin traitant a vraiment écouté mon ressenti et m'a dit ce que vous faites, c'est une dépression postpartum. Et je me suis dit mais non, je suis juste mal organisée en fait, je suis juste une maman qui sait pas faire. Et elle m'a rassurée, elle m'a dit si vous savez faire. Et je lui ai tenu tête et je lui ai dit mais non, je suis juste nulle en fait. Samaël aurait une maman bien meilleure que moi qui ne pleure pas. Pourquoi je pleure? Il est là, il est en bonne santé, il est en vie. Pourquoi je pleure? Et il m'a dit mais la maternité c'est pas tout rose et on le dit peut-être pas suffisamment. Il faut trouver des sas de décompression et vous en avez aucun. Donc il faut juste essayer peut-être vous d'aller un peu équilibrer de votre côté vos énergies, quoi. Avoir du temps pour vous, avoir des moments avec lui, avoir des moments en famille, mais peut-être que passer de 8h à 8h le lendemain matin collé à votre fils, effectivement c'est peut-être pas pour vous, mais c'est ok en fait, parce que tout le monde finirait barjot avec des pleurs de bébé 24/24 en fond sonore. Oui. Donc en fait elle m'a donné plein de conseils. J'ai repris contact avec la psychologue qui m'avait suivie quand j'ai perdu ma fille et elle m'a dit on va reprendre un suivi jusqu'à ce que ça aille mieux, jusqu'à ce que vous sentiez que ça va. Aujourd'hui c'est pas encore ça, mais Samaël dort mieux. Parce que moi, parce que peut-être pas, mais moi je dors mieux, Samaël dort mieux. Et avec papa, on a trouvé une organisation. Je gère la nuit quand même, quand Samaël se réveille, ça arrive. Parce que il est allaité et que le sein, c'est pas que nourricier. Il y a des moments où il a besoin, j'y vais. On a mis en place des petites astuces. Samaël, il est angoissé par le lit, donc on a mis en place un lit Montessori au sol. Comme le lit cabane? Oui, un petit peu. Là, lui, il a pas trop de cabane encore, mais il est au sol et en fait, il a juste un petit rebord, donc il empêche de rouler une boulée jusqu'à sa chambre. Et du coup, il peut se lever lui-même et aller dans la chambre, ou en tout cas, il se sent pas enfermé.
Il a toujours des angoisses, c'est-à-dire que quand il se réveille et qu'il voit que ni l'un ni l'autre nous ne sommes là, il va très vite pleurer, etc. Mais à ce moment-là, on a mis un petit matelas au sol à côté de lui. Et on finit notre nuit quand il se réveille sur les coups de 4h30 ou 5h. Ça nous gêne pas. On s'est dit c'est ok. L'un ou l'autre, on finit notre nuit auprès de lui. Jusqu'à ce qu'il sente en fait qu'on est juste à côté. Et de vivre un peu plus sereinement les prochains mois. Parce que il est encore petit. Il n'a pas tout à fait 1 an et demi. Et il a encore besoin de nous. Et du coup, à tout prix le vouloir mettre dans sa chambre, à tout prix le vouloir faire dormir, c'est pas la bonne solution. Donc, on essaye de s'organiser. Après, ça, c'est comme vous le sentez, vous, parce que c'est vrai que souvent, en France, on se dit « Oh, il fait déjà ses nuits. Oh, il dort dans sa chambre. Oh, Alors qu'en fait, non, c'est... Chaque famille a son propre fonctionnement. Et si on a envie, par exemple, d'être bien et même de le mettre dans notre lit, et que tout le monde dort bien comme ça, pourquoi pas, en fait. C'est vrai qu'en France, on est très... il faut que l'enfant aille dans sa chambre, dans le lit. Alors qu'au final, certains enfants ont besoin juste aussi d'être souvent rassurés, d'être... c'est... Du coup, en fait, nous, on fait un peu un mixte. Il finit souvent la fin de nuit dans notre lit, mais là, grâce au matelas à côté de son petit lit, c'est nous qui finissons un peu dans le sien, mais c'est pas trop grave. Parce que, moi, je suis vraiment pas du matin, c'est ça qui est difficile, et puis je vais travailler le matin maintenant. Donc, du coup, papa, lui, gère plutôt le matin, et moi, je m'occupe de toute la nuit, en fait. Donc, on a réussi à trouver ce petit équilibre. Il y a parfois des moments où les grosses crises me prennent assez violemment au niveau de la poitrine. Je recommence à avoir des crises d'angoisse. Mais pareil, on a mis en place un peu un nom de code avec Marie. Il me fait comprendre qu'en fait, ça monte. Et parce que je me rends pas compte, en fait. Je me vois pas monter. Oui. Et du coup, il prend le relais. Et quand il est pas là, j'essaye de faire avec Samaël une technique de diversion, de lui proposer 2 choses toujours. Tu veux qu'on fasse ci ou ça, et je propose toujours 2 choses différentes. Ça marche bien. Ça, et puis moi, ça me permet du coup d'être un peu moins focalisée sur ses pleurs, parce que c'est ce que j'ai fait pendant 1 an, d'être focalisée que sur ses pleurs. Samaël, encore aujourd'hui, il pleure et il a toujours son reflux, il est toujours encombré, donc c'est toujours un peu douloureux pour lui. Le pauvre, c'est pas de sa faute. Mais du coup, j'essaye de surtout prendre les moments où ça va, parce que je les avais oubliés, en fait. Et je mettais plus l'accent sur les moments où ça allait, et pourtant il y en avait, mais je ne les voyais plus. Donc là, dès que ça va et qu'il a des moments où il rigole, il éclate de rire, là c'est l'inverse, je pleure de joie, je me dis mais j'ai pas tout raté. Il est heureux, ce bébé, il va très bien. Et parfois, même quand moi je vais pas bien, je suis assise au bord du canapé, il va venir prendre mon visage entre ses mains, me dire maman, je me dis ok, c'est bon. Je crois que j'ai pas trop tout raté. Il devrait aller. Donc du coup, ça a été 1 an d'ambivalence compliquée. J'essaye encore de me dire que tout ce que j'ai ressenti et ce que je ressens, c'est ok, mais c'est pas simple, parce qu'il y a toujours cette culpabilité alors j'ai un profond respect énorme pour les mamans qui n'ont pas eu encore leur bébé arc-en-ciel, vraiment, et si tel est leur souhait, je leur souhaite que ça arrive très vite. Mais c'est vrai que quand on nous dit tu as la chance d'avoir ton bébé arc-en-ciel, tu n'as pas à être malheureuse, sachez que on aimerait ne pas l'être. Et en fait, c'est comme si on avait 3 personnes en face de nous qui nous montraient du doigt. On a les autres mamans qui nous disent ton bébé est en vie, en pleine santé, nous, le nôtre est décédé. Mais en fait, on sait, puisque le nôtre aussi. On a la personne en face de nous, nos familles, nos proches, la société. Et on a nous, en fait, en face de nous. Parce qu'on se dit tous les jours, on ne devrait pas ressentir ça. C'est pas normal. On ne devrait pas être malheureuse. Alors, on n'est pas malheureuse, en fait. On est juste perdu dans les sentiments, parce qu'entre la fatigue
le fait que la maternité, ça soit difficile pour toutes. Mais il y a des postpartums qui se passent mieux que d'autres. Et c'est pas parce que la voisine, son postpartum a été super génial que le vôtre va être lettre sans. Ouais, donc du coup, c'est ok que ça soit dur, et c'est pas parce qu'on a eu un deuil périnatal avant qu'il va forcément ne pas l'être. Et si on traverse un postpartum difficile, même après un deuil périnatal, c'est ok. Parce que je pense qu'il y a de nombreuses mamans, peut-être, et si elles m'écoutent, j'espère qu'elles pourront trouver peut-être des solutions. Surtout, ne vous dites pas que c'est parce que vous avez perdu un bébé avant que forcément la maternité va être une évidence après. On part toutes du même niveau, c'est-à-dire que être maman, je pense que c'est pas inné, ça s'apprend. Et quand on culpabilise, c'est au-delà de nous en fait, c'est plus fort que nous. Donc il faut quelqu'un toujours, soit derrière presque, pour nous dire ne culpabilise pas, ça va aller. C'est pas si simple, c'est pas un bouton on/off sur lequel on appuie, et il y a un vrai travail en fait à faire dessus. Donc moi si tu connais un conseil aux femmes justement, oui, qui ont vécu la même chose que toi, et qui sont en dépression postpartum et culpabilisent un peu après avoir eu un bébé arc-en-ciel, qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil? Je leur dirais déjà qu'elles sont pas seules, ça c'est sûr et certain, et que ce qu'elles ressentent c'est ok. Si je pouvais leur donner des petits conseils pour essayer d'apaiser leur quotidien, c'est d'essayer de profiter des moments d'accalmie, parce que moi je les voyais plus, et pourtant il y en avait, et de profiter de ces petits moments avec votre bébé, parce que chercher à tout prix qu'il dorme par exemple, c'est pas la solution. Et quand il dort, ne pas essayer de faire autre chose comme le ménage ou les courses, ne pas attendre qu'il dorme pour faire ça en fait. C'est pas grave ça. Le ménage, les courses, c'est secondaire. Profiter de ces moments avec lui, profiter de moments calmes en fait, où il n'y a pas de... Voilà, parce que ça grandit trop vite. Mais moi je sais, j'avais presque le nez tellement, parce qu'on a la tête dans le guidon, on a le nez sur nos problèmes, et on oublie qu'on a des enfants incroyables, extraordinaires, qui sont dotés de qualités formidables, et Samuel, il me le montre tous les jours. En fait, c'est un petit garçon qui est plein de joie, plein d'entrain. Je parle de lui depuis tout à l'heure, comme il rayon de soleil. C'est ça, et en fait, c'est un rayon de soleil. Il remet vraiment de la joie dans mon cœur, dans notre vie. Vraiment, il m'a donné envie de recroire en la vie. Donc, c'est dur, mais ça va aller. C'est dur, mais ça va passer. Et les enfants grandissent, et ces moments-là, vous les rattraperez plus jamais, en fait. Donc, c'est compliqué de se dire il faut profiter, mais malgré tout, dès qu'il y a un moment de calme, il faut les prendre. Et si on veut souffler, ne pas attendre expressément qu'il dorme, mais par exemple le laisser à quelqu'un de confiance. Et puis voilà, pour se reposer, c'est ok, faire une sieste, ou d'aller boire un café chez une copine, ou de profiter, prendre soin de soi. D'essayer de se donner des rendez-vous en fait avec soi-même, pour pouvoir être à nouveau émotionnellement disponible pour son enfant. Et puis surtout, moi, ce que je leur dirais, c'est que c'est de bonnes mamans. Même si au quotidien elles se disent que non, c'est vraiment des bonnes mamans. Parce que quand le sentiment de culpabilité il est trop intense, et je sais à quel point il est difficile de s'en défaire, mais pourtant c'est de l'amour. Parce que si on culpabilise, c'est parce qu'on aime. Oui, et qu'on veut bien faire. Exactement. Donc à chaque fois qu'on culpabilise, on doit se dire que c'est parce qu'on aime, et quand il y a de l'amour, on est une bonne maman. Eh bien, ce sont sur ces mots que nous achevons cet épisode. Un grand merci à toi, Gwen, et je vous souhaite plein de bonheur à toi et ta famille, et ta petite Calès qui sera toujours là à tes côtés dans ton cœur. Chère auditrice, merci de nous avoir écoutés. État d'âme.
un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes, avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.